Donald Trump menace l'Union européenne et surtout la France de passer les frais de douane à 200% sur les vins et les spiritueux. Et malheureusement, dans ces temps un peu compliqués, nous sommes obligés de nous serrer les coudes et on va devoir bien compenser la consommation américaine par malheureusement notre propre consommation, bien évidemment avec modération. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. On a donc Trump qui menace l'Union européenne et donc surtout la France, un très très gros producteur, de taxer à hauteur de 200% tous les vins et spiritueux. Donc vin, champagne, cognac, vodka, bref, tout ce qu'on peut produire et ce qui se boit depuis la France. Ces mesures viennent du fait que Donald Trump n'est pas très content, qu'on ait pris des contre-mesures sur d'autres frais, d'autres douanes, frais de douane qui ont augmenté aussi, sur l'acier et l'aluminium et aussi sur les menaces que Trump a pu avoir envers l'Union européenne. Donc on a eu ces 25% d'augmentation acier-aluminium. L'Europe a pris des contre-mesures en taxant, du moins en augmentant les frais de douane de certains produits, comme par exemple le whisky ou le gin, et Trump n'aime pas du tout ça. Il veut qu'on retire ces augmentations de frais de douane sur le whisky, entre autres, et pour menacer tout le monde, il a annoncé les frais de douane de 200%. Réaction immédiate du marché, donc les très gros producteurs de vin spiritueux, champagne, et cetera. Ils ont pris un sacré coup au moment de l'annonce. On a un très, très gros sur les spiritueux en France comme Pernod Ricard, Rémy Cointreau, qui ont baissé de 4% sur la journée et depuis le début de l'année, c'est moins 11%. Alors, les menaces, ou du moins des frais de douane augmentés par l'administration Trump, ce n'est pas nouveau, on avait déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais durant la première administration de Trump, il avait, à un moment donné, augmenté les frais de douane de 25% sur tous les vins et spiritueux. Ça avait fait un gros impact, ça n'avait pas tenu très longtemps, il y a eu des discussions, ça avait été enlevé, mais il faut quand même se mettre en perspective que 200%, c'est énorme et ça détruit un business. Quand on regarde un peu le marché des vins et spiritueux français, on ne parle pas du tout de l'Europe, mais surtout du français, on a à peu près 15 milliards qui sont vendus dans le monde. Et pour les États-Unis, c'est un chiffre aux alentours de 3,8, 4 milliards. Donc les États-Unis, c'est clairement un très gros consommateur de vins et spiritueux français. On a le petit bilan de l'exportation des vins et spiritueux, de l'entité qui gère tout ça, donc les exportations en 2024 des Français, de la France vers les autres pays. Quand on regarde le vin en termes de valeur, on se rend compte quand même que les États-Unis a une part de 21% et que c'était en forte croissance de 8,4%. Et ça écrase totalement le deuxième, qui est le Royaume-Uni, à peu près 12%, 13% de marché total. Donc, juste sur le vin, c'est un peu plus de 2,3 milliards d'exportation en valeur. Et si on regarde les spiritueux aussi en valeur, et ben là, les États-Unis toujours premier, mais on n'est plus du tout dans les 20% de part de marché, mais presque 33% de part de marché à un peu plus d'1,4 milliard. Donc c'est juste énorme. Et si Donald Trump s'entête à rester dans cette envie d'augmenter, de faire passer les frais de douane à 200%, c'est tout simplement, la mort des exportations françaises et européennes en général vers l'Amérique et ça veut aussi dire que les Américains, s'ils veulent avoir accès à ces produits et ils sont tellement habitués à en avoir, il faut quand même se dire que les vins et les spiritueux français, c'est aussi une image de marque que les Américains aiment beaucoup. Ils vont devoir payer un prix de fou. Donc on verra bien si ce sera mis en place. Je n'y crois pas trop, ou du moins pendant pas très longtemps, parce que ça va juste détruire des 2 côtés et ça va pas améliorer les relations. Je vais juste faire un petit focus sur Pernod Ricard. Alors c'est une très, très grosse entreprise de spiritueux française et on se rend pas forcément compte du nombre de marques qu'ils ont. Alors ils ont bien évidemment Ricard, on connaît bien, mais si on va sur leur petit site et qu'on regarde les marques, on a des très connus comme Absolut, Ballantine's, Havana Club, Malibu, des rhums et ils en ont, hein, donc Ricard bien évidemment, des champagnes, du rhum, du whisky, bref, ils ont énormément de marques, je crois que c'est à peu près 200 marques pour Pernod Ricard. On a Rémy Cointreau qui est extrêmement connu pour le cognac, bref. On a ces marques-là qui en possèdent d'autres énormes et on ne s'en rend pas forcément compte. On a aussi, si on parle d'LVMH, un nombre
de marque sur le cognac, sur le champagne de LVMH, c'est énorme. Bref, très, très gros producteur, la France, de tous ces vins et spiritueux, on est reconnu pour ça. Donc on espère que ça n'a pas mis en place parce que ça ferait extrêmement mal. Un article que je trouve intéressant, qui reste un petit peu dans cette même veine de la guerre commerciale qu'il peut y avoir entre les États-Unis et le reste du monde, et donc là c'est l'épisode États-Unis versus Canada, où outre tout l'aspect commercial, essayer de développer une industrie aux États-Unis et essayer d'avoir des meilleures conditions, et cetera. Potentiellement avoir des métaux rares pour se devenir un peu plus indépendant de la Chine, bref. Il y a un gros sujet sur le Canada, ce sont ses réserves en eau. Il faut savoir que le Canada, c'est un énorme pays où il y a pas beaucoup d'habitants pour la superficie du pays, et le pays possède à peu près 20 des réserves d'eau douce de la planète. Glaciers, lacs, bref, ils ont énormément de flotte et leurs petits voisins américains, à l'inverse, il peut en manquer, surtout sur la zone, la côte ouest, par exemple la Californie, où il y a beaucoup de sécheresse et on connaît aussi l'impact des feux d'incendie qu'il peut y avoir. Et donc, c'est tout le sujet, c'est est-ce que Trump n'essaie pas de faire pression pour essayer de récupérer un peu ça, remettre aussi en question des traités sur l'eau qu'il y a pu avoir depuis à peu près 100 ans entre le Canada et les États-Unis pour essayer de grappiller un petit peu de frontières, grappiller un peu de fleuves pour l'utiliser. Il avait parlé à un moment donné de détourner le fleuve Columbia pour l'acheminer vers la Californie et avoir énormément de fleuves, parce que pour l'instant, le fleuve Columbia va directement dans l'Atlantique, relativement au nord des États-Unis, on le voit sur ce graphe. Et le but, c'était pour lui, bon, c'est un peu son rêve, de le détourner et d'utiliser cette flotte pour la Californie, pour éviter d'avoir Los Angeles qui manque d'eau. Bref, ça peut être clairement un sujet dans le futur, ce, cet or bleu que le Canada a en manière illimitée par rapport à leur population et que les États-Unis pourraient avoir bien besoin. Toujours Donald Trump, mais ici la guerre en Ukraine. Alors Donald Trump veut une paix, du moins essayer d'avoir une trêve le plus rapidement possible, quitte à faire des concessions au nom de l'Ukraine. Et là, il met un petit peu de pression sur la Russie. La Russie, vous savez qu'elle a énormément de sanctions, elle avait été retirée du réseau SWIFT, bref, mais il y avait quelques exemptions pour quelques entités russes à propos de l'énergie et ces exemptions n'ont pas été renouvelées par Donald Trump, ce qui fait que certaines entreprises slash entités bancaires qui pouvaient faire des transactions financières liées à l'énergie via des réseaux américains ne peuvent plus le faire, n'ont plus ces exemptions. Et donc, c'est pour ces compagnies-là beaucoup plus compliqué, encore plus compliqué pour faire des transactions liées à l'énergie. Et on sait très bien que l'énergie, c'est le nerf de la guerre russo-ukraine, parce que c'est la source de financement de la Russie. Bref, ça gêne encore plus la Russie pour faire du business et tout ça pour faire un petit peu pression aussi sur Poutine, qu'il accepte la proposition de traité, de trêve, qu'il n'a pas encore accepté et qu'il trouve un petit peu légère à son goût. Toujours dans ce thème de la guerre en Ukraine, russo-Ukraine, il y a l'Europe qui se rend bien compte que le partenaire américain n'est pas très fiable et que potentiellement on ne peut pas compter sur lui, on ne peut pas compter sur l'OTAN, on ne peut pas compter sur le parapluie nucléaire américain, ou du moins sur le matériel américain, F-35, etc. Bref, et donc on a les Européens qui ont décidé, qui ont annoncé en Europe un plan de financement d'à peu près 800 milliards pour développer une défense européenne. Alors ils peuvent très bien avec ces 800 milliards acheter plein de Rafales et plein de matériel français. On verra s'ils le feront vraiment. Mais toutes ces annonces font que ces 800 milliards ne vont pas tomber du ciel. Ces 800 milliards vont devoir être empruntés à un certain taux et donc augmenter la dette de chaque pays. Alors il y aura bien évidemment la BCE qui va aider, mais ça va avoir un impact et c'est clairement pas négligeable. Et donc, on a le Bund, donc l'obligation, le rendement de l'obligation allemande, qui a fortement augmenté à la suite de ça, parce que ça veut dire beaucoup plus d'emprunts. Ça veut aussi dire que l'Allemagne va être poussée à trouver un accord pour augmenter le plafond de la dette, qui est figé depuis très longtemps. Alors c'était nécessaire pour faire repartir l'économie allemande, mais là c'est peut-être un petit peu trop. Et donc ça a juste explosé. On se rapproche des 3, ce qui est un niveau relativement élevé. Et quand même, il faut se dire que l'Allemagne, c'est un petit peu la stabilité de l'Europe, dans le sens où son économie était plutôt bonne, même si elle a eu quelques trimestres de récession.
ça reste quand même assez solide et surtout, elle a une dette très faible par rapport à son PIB, à peu près 60, contrairement à la France qui est beaucoup plus élevée. Bref, donc c'est un petit peu le benchmark et là, on a, normalement le plafond qui devrait être cassé, plus le fait qu'on a ces gros plans qui font un petit peu peur sur l'endettement. Bref, ça a fait exploser le taux Bund et étant donné que c'est le benchmark de l'Europe et que tout le monde regarde l'Allemagne, quand l'Allemagne augmente fortement, et bah, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Et bah, le français augmente très fortement aussi et donc quand on regarde le rendement de l'obligation française à 10 ans, on le regarde un petit peu souvent, mais le 3 mars, on était à 3,14 et le 14 mars, pas beaucoup de temps après, on est à 3,54. Il faut se dire qu'à chaque fois que ça augmente de 0,1 ce sont des milliards en plus que la France devra payer en intérêts. C'est juste énorme et ce n'est pas prêt de s'arrêter peut-être et même son de cloche, de toute façon pour la France, donc déjà pas aidé par l'Allemagne et son taux de rendement qui n'aide clairement pas. On a bien évidemment toujours ce plan de 800 milliards de l'Europe qui impacte aussi directement la France, parce que la France aussi devra augmenter ses dépenses militaires, potentiellement passer à 3% du PIB, on verra bien. Bref, et en plus de ça, on en a parlé dans la précédente vidéo, on a la prochaine décision de Fitch et cette prochaine décision de Fitch va potentiellement faire baisser la note de la France et faire quitter, la France du club des double A. Pour l'instant, elle est double A moins avec une perspective négative par Fitch. La prochaine réunion est dans les prochains jours et donc quand on couple les 800 milliards plus le fait que Fitch, dans les prochains jours, pourrait potentiellement baisser la note et la faire passer en dessous de double A- à plus, et ça fait exploser le taux et c'est clairement pas bon pour les finances publiques. On peut juste espérer que Fitch soit encore un petit peu clémente avec nous, que elle ait confiance aussi dans le gouvernement Bayrou et dans le budget qui a pu être mis en place, sur les engagements pris par la France pour réduire son déficit budgétaire et arrêter de payer tout à tout va. Bref, c'est ce qu'on peut espérer. On peut prier parce que toutes ces news qu'on a de dépenses futures, plus le fait que la note pourrait baisser, ça pourrait continuer à avoir un impact et donc égorger, avoir le couteau sous la gorge pour l'État français sur les prochains paiements d'intérêts. Toujours sur le sujet de la dette, on a les États-Unis avec ce running gag qui revient tous les 2 3 mois. Alors les États-Unis ont un plafond de la dette, un peu comme l'Allemagne. Le problème, c'est que l'Allemagne ne peut juste pas l'augmenter, c'est pas possible. Alors sauf s'il faut changer le texte qui interdit de l'augmenter. Les États-Unis, c'est juste, il faut éditer une loi, se mettre d'accord et hop, ils augmentent le plafond de la dette. S'ils ne l'augmentent pas, il y a un shutdown et quand on dit shutdown, ça veut dire que tous les fonctionnaires ne sont plus payés, ils sont au chômage technique, plus d'aide, le trafic aérien est un peu perturbé, c'est aussi des fonctionnaires, bref. Donc c'est clairement une situation à éviter et donc les républicains, il y a 2 chambres. La première chambre, ils sont majoritaires, donc c'est passé relativement simplement et là, au Sénat, ils ont une courte majorité, c'est passé, il y a un démocrate qui a suivi et qui a voté aussi un texte, donc entre autres augmenter le plafond de la dette, mais aussi un texte qui annonce des très, très fortes coupes budgétaires parce que on l'a vu avec, le ministère Doge de Elon Musk, il passe à la tronçonneuse des ministères pour réduire. Malgré tout ça, il y a eu des dépenses publiques records en février d'à peu près 700 milliards et on a toujours cette histoire de shutdown. L'objectif de l'administration Trump, c'est qu'on n'ait plus ces histoires de shutdown parce que le budget et les dépenses de l'administration vont considérablement baisser. Et c'est un peu dans le sens du texte qu'il a fait voter. Texte très controversé parce que des énormes coûts budgétaires, peut-être trop. Bref, c'est passé, les États-Unis évitent et on verra bien si c'était peut-être la dernière fois que ce running gag arrive et que potentiellement les finances, les comptes des États-Unis, les comptes publics, deviennent un petit peu meilleurs pour tenir dans la durée. Pour ceux qui veulent aller en finance et qui ont encore un petit peu besoin de motivation, on a eu une explication, un descriptif des bonus qui ont été payés par Deutsche Bank, donc la Investment Banking. Donc Deutsche Bank, une très grosse banque allemande. Alors c'est pas la banque, c'est pas la sécurité sociale, hein, mais bon, alors ils ont payé plus de 2,5 milliards de bonus. C'est juste énorme en 2024 comparé aux 2 milliards, bon c'est déjà beaucoup, de 2023. Alors en petite, donc il y a eu à peu près un peu plus d'1,20 milliard pour investment banking. Il y a eu les corporates, donc pour 390, les fusions-acquisitions. Private bank, 314 avec les clients directement, les retail. Bref, c'est juste énormissime. Alors, il y a beaucoup de banques, hein, quand on regarde un peu Goldman Sachs, les américaines, il y a énormément de bonus qui sont payés. Mais voilà, c'est sorti 2024, plus de
2,5 c'est énormissime. Alors, quand vous êtes junior dans ces banques-là, vous avez alors sur les premières années, même, vous avez potentiellement pas de bonus, mais quand vous allez commencer à monter, associate, VP, MD, bref, vous allez avoir des très, très gros bonus qui peuvent être juste délirants. En conclusion, si Trump met en place ces tarifs, il faudra être solidaire de nos producteurs français, européens moins importants, mais français surtout. Toujours avec modération, mais essayer de compenser la consommation américaine qui devrait fortement baisser. Malheureusement, on verra bien si Trump continue à perdre des alliés au fil des journées. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est pas déjà fait. La vidéo sera disponible sur Spotify Podcast, donc si vous voulez l'écouter dans le métro, dans le train, bref, n'hésitez pas, le lien dans la description. Si vous avez des commentaires, des remarques, hop, vous pouvez aller dans l'espace commentaires. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À toutes.